C'est un travail de délier les souvenirs de l'enfance, de retracer une histoire familiale, de s'ouvrir aux souvenirs d'une fratrie. Embarqué au cœur d'une histoire familiale avec Sauvage et celui qui se sauve, de Véronica Mabardi aux éditions Esperluette. Et j'invite David Medioni sur scène. David. C'est loin, vu d'ici, la Corée. Il ne portait sur lui que ses vêtements d'été. Un petit pantalon de toile, des chaussons de caoutchouc vert et blanc, un bracelet de plastique scellé où quelqu'un avait écrit son nom. Shindo. À l'aéroport, on l'a déposé dans les bras d'une mère inconnue et les sanglots se sont arrêtés. Il a regardé, étonné, un petit coup d'œil curieux, et il a plongé dans le sommeil, instantanément. Alors c'est elle qui a pleuré. Un jour, il apparaît. Ça aurait pu être un autre. C'est lui. Au début, tout l'étonne. Il y a une femme avec des cheveux de garçon et un homme très grand. Il y a un garçon blond, de sa taille à peu près, et une fille plus grande. Il observe, hésite, tend la main. Est-ce qu'il peut ? Oui, il peut. Il peut toucher et prendre, et garder. Rien n'arrivera de mal s'il plonge la main dans le panier à jouer, mais il n'ose pas. Il y a des fourchettes, des Legos, des lits et des gens, des visages qui se ressemblent. Il y a des shorts en tissu éponge et des soupules en lycra. Il y a des pantoufles et des sandales, des bottes en caoutchouc, des pyjamas et des anoraks, des salopettes de velours, des bonnets. Il y a du papier, des crayons, des ciseaux et de la colle, des couvre-lits en patchwork, des ballons et des schtroumpfs en plastique, des voitures, un camion, un fourgon de police, une déesse, des poupées blondes et un bébé noir, des ours bruns et des lapins bleus. Parfois, il perd la tête, un peu ivre. Il finit toujours par trouver un ballon, des cailloux, qui font mieux l'affaire pour jouer. Il imite beaucoup. Il regarde comment font les autres. Ceux qui mènent aux sourcils froncés, ceux qui mènent au chocolat, ceux qui mènent aux genoux du père, au bras de la mère ou au coin. Il absorbe tout ce qui l'entoure et dort tant qu'il peut. Dès que la mère quitte la pièce, il devient nerveux. Si elle ne revient pas très vite, il pleure. La nuit aussi, il pleure. Des larmes de peur. Alors la mère se lève une fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il dorme. Au premier repas, il mange jusqu'aux miettes tombées sur la nappe. Alors la mère se lève précipitamment pour aller chercher quelque chose dans la cuisine et ne rapporte rien. Il y a des céréales et des pommes de terre. Il y a des boulettes et des œufs. Il y a des spaghettis et des pommes des arbres, du jambon, du fromage et du pain. Il y a du lait. Il y a de la glace. Il veut tout toucher, même ce qui ne se mange pas. Dans les premiers temps, la mère l'empêche de tout engloutir comme si on allait lui reprendre sa part. Alors il panique, il pleure, et elle dit « Je peux quand même pas laisser faire ça ». Et puis tant pis, elle part dans la cuisine chercher du sel. Peu à peu, il grossit, un petit ogre. Au début, il a essayé la fourchette, mais ça l'énervait trop, alors tant pis, va pour les mains. Les fourchettes, ça viendra plus tard. Entre-temps, les mains, ça va aussi, si c'est plus facile. Il est absorbé tout entier par la nourriture. Il a eu faim. Pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Elles prendraient toute la place. Elles deviendraient impossibles à taire et après, il n'y aurait plus qu'elle. Il deviendrait l'affamé, le malheureux. Et ça, personne ne le veut. Surtout pas lui. Alors,
plus personne ne se plaint à table. Merci David pour cette lecture. Bonsoir Véronica. Bonsoir. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des notes de lecture. Je vais recommencer par vous dire un peu ce que je m'étais noté dans mes petits carnets au moment d'aller faire cette délibération enflammée du jury. Je m'étais noté que c'était une histoire de famille magnifique qui s'interrogeait sur la notion de lien et sur la notion de ce qu'était une famille. Dans ce livre, dans ce récit, Véronica, vous racontez l'histoire de votre frère Shindo qui a disparu brutalement. Comment vous est venu le besoin de raconter cette histoire maintenant ? C'est intéressant parce que le besoin, il vient dès le moment de sa mort, en fait. C'est immédiat, dans les jours qui suivent. Mais le texte que j'écris dans les jours et les mois qui suivent, il est inaudible, en fait. Il est inaudible pour qui que ce soit. Quand je le fais lire à des amis, ils me disent « Non, c'est un texte qui casse tout ». Et donc, ajouter à cette mort de la destruction pure, c'était vraiment pas une bonne idée, je pense. Et j'avais besoin moi-même d'intégrer. Et puis, en fait, c'est une histoire encore que je peux raconter par rapport à ça. J'étais à la campagne avec une amie qui est autrice aussi, et on parlait de nos projets. On se connaît depuis très longtemps, puis elle m'a dit est-ce qu'il ne serait pas temps que tu racontes cet ébranlement ? Et je lui ai dit quoi, à la mort ? Et elle m'a dit ben non, pas la mort, enfin de quoi tu parles ? La rencontre. Et en fait, quand cette amie m'a donné ce mot ébranlement déjà, qui est un mot magnifique, et puis qu'elle a associé l'ébranlement à la rencontre et pas à la mort, j'ai compris que j'avais relu toute l'histoire de mon frère à partir de sa mort, ce qui rend la chose innommable. Mais si je repars de la rencontre dans l'enfance, alors il y a quelque chose à en dire, en fait, qui peut construire quelque chose. Et donc c'est ce mot d'ébranlement qui vous redonne la clé pour aller sur ce texte et pour raconter cette histoire. Mais c'était vraiment concret. Elle touillait dans le risotto, et puis elle m'a dit est-ce qu'il ne serait pas temps ? Et puis elle m'a dit, moi j'étais en train de mettre la table, et puis je suis partie, elle m'a dit rencontre, et puis je suis revenue du salon vers la cuisine, et c'était bon, je savais que j'allais le faire en fait. Alors parlez-nous un peu de Shindo. Moi je le vois comme dans ce que vous en racontez en tout cas, je le vois comme un enfant vif, pensif, tourmenté, rêveur aussi un petit peu. Comment vous le voyez ? Alors c'est drôle parce que je ne l'ai plus vu moi depuis 97. Et depuis que... voilà. Et donc je me rends compte que quand même le temps, les neurosciences nous apprennent quand même qu'on réécrit l'histoire. Et je me rends compte que le temps en a fait un mythe quand même. Et que le fait de l'écrire aussi, puis de parler de lui, et puis... Je ne sais pas si ce que je vous dis, c'est lui, en fait, ou si c'est cette figure que je me suis construite et que d'autres ont habité d'avoir lu le livre et de m'en avoir parlé. Donc là, il y a quelque chose qui se décolle de sa réalité, en fait. Mais les souvenirs que j'en ai de son enfance, c'est vraiment un enfant qui veut vivre. Je pense s'il y a une chose à dire. Et jusqu'à la fin, je pense jusqu'à la seconde avant sa mort, il y avait ce désir de vie. Qui est aussi un désir de prendre tous les risques et de voir jusqu'où la vie va l'accompagner, ou jusqu'où est-ce qu'on peut jouer avec la vie en fait. Et alors justement, vous disiez que peut-être vous en aviez fait un mythe depuis 1997. Quelle est la part dans le texte de ce que vous pourriez dire c'est du roman, ou en tout cas c'est de la fiction, ou quelque part c'est une fiction que je me suis créée, et la part du récit? En fait, tous les faits sont réels. Ouais. Mais la part de fiction, elle est dans ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne dis pas. Et donc, le fait d'omettre crée forcément un personnage. Il y a des choses qui étaient trop intimes. Puis, ce n'est pas de l'autofiction. Donc, il y a des parts qui sont parties. Et puis, il y a des parts que j'ignore. Il y a des années entières où je ne l'ai même pas vu. Donc, le fait c'est comme si j'avais fait une photo de lui d'un angle de vue. Et il y a 1000 photos possibles, en fait. C'est plutôt de l'ordre de la photo et du cadre que de l'invention ou de la vérité, en fait. Alors tout à l'heure, Inès parlait du titre du bord du monde est vertical, et c'est vrai que votre titre aussi est très interpellant, très énigmatique quelque part. Sauvage est celui qui se sauve. Alors qui c'est qui se sauve dans cette histoire? C'est une bonne question. D'abord, c'est une phrase de Léonard de Vinci, je vais quand même citer mes sources. Et puis, je ne sais pas qui se sauve.
Mais je pense que c'est sa part de sauvagerie qui nous a tous sauvés, en fait. Parce qu'on était quand même une petite famille bourgeoise de gauche, même si on était particulier. C'est une famille particulière. Mais mon frère et puis ma sœur, qui est coréenne aussi, ont un peu sauvé la famille d'une forme de sclérose. Et je pense que comme notre famille n'allait plus de soi, ça a permis aussi que mon père, qui est égyptien, mais ça ne se voit pas tant que ça, puisse aussi vivre cette part qui n'allait pas de soi dans cette banlieue d'une petite ville belge. Je pense qu'ils sont arrivés et qu'ils nous ont appris qu'on pouvait faire famille autrement. Et ça, c'est un cadeau qui est de cette rencontre-là, de ces deux rencontres. Famille choisie, les liens qu'on se choisit. En tout cas, merci beaucoup, Véronica, pour ce texte Sauvage et celui qui se sauve aux éditions d'Esperluette. Merci à vous.